Nous allons passer maintenant au point de vue des acteurs de terrain avec l'exemple Merific, avec un premier retour d'expérience développé de part et d'autre de la Manche. Un exemple franco-britannique, puisque c'est un projet mené par la Cornouaille britannique et le département du Finistère pour le développement d'énergie marine dans les territoires insulaires et périphériques. Nous allons avoir l'intervention de 3 personnes. Nicholas Wallett du Cornwall Council, Johnny Gowdy, programme director Reagan SW, c'est un cabinet conseil situé en Cornouaille-Britannique, et Armelle Huruguin, vice-présidente du Conseil général du Finistère, que j'invite donc à monter sur scène. Armelle Huruguin, vice-présidente du Conseil général, qui est aussi chargée de l'eau et de l'énergie. Vous pouvez rester sur place, vous pouvez rester assister à cette présentation. Nous en avons pour une quinzaine de minutes. Vous avez une présentation normalement qui va vous être faite. Armelle Huruguin, écoutez, je vous en prie, allez vous installer aux côtés des autres intervenants pour nous faire donc un retour d'expérience sur Merific. Je vais juste introduire si vous voulez. Bonjour. Donc le point de vue de terrain d'un projet européen, le projet Merific. Merific a pour objectif de créer une stratégie pour le développement des énergies marines au niveau hydrolien et houlomoteur dans les territoires insulaires et périphériques. Donc Merific se concentre essentiellement sur l'énergie des vagues et l'énergie des courants. Merific est un projet financé par le Fonds européen pour le développement régional sous le programme transfrontalier France-Angleterre, comme ça a été présenté, Interreg 4. Donc, effectivement, Merific travaille sur 2 régions, le Finistère et les Cornouailles britanniques. Pour la création de cette stratégie de développement des énergies marines dans des territoires isolés et périphériques, comme le sont le Finistère ou les Cornouailles britanniques, le projet Merific va travailler sur 4 piliers essentiels. Donc, le support technologique. Le deuxième pilier, ça sera les enjeux législatifs. Le troisième pilier, ça sera le développement d'une stratégie régionale et l'organisation de la chaîne de production. Et le quatrième pilier, l'essentiel discussion sur l'acceptabilité. Pour réaliser cette étude sur ces 4 piliers, le projet Merific est constitué d'un partenariat assez fort, puisqu'on a en Cornouaille-Britannique le Cornwall Council, le Cornwall Marine Network, University of Exeter, University of Plymouth, et en Finistère, le Conseil général du Finistère, le Technopôle Brest-Thieroise, Pôle-Mer Bretagne, Ifremer, le Parc naturel marin d'Iroise, et bien sûr Bretagne Développement Innovation. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Armelle Huruguin, élue vice-présidente au Conseil général du Finistère, pour nous présenter les enjeux des énergies renouvelables marines, aussi bien au niveau du Finistère que de la Bretagne. Et elle sera suivie par Monsieur Johnny Gowdy. On va peut-être faire intervenir Monsieur Johnny Gowdy en premier, donc, pour les Cornouailles britanniques. Et donc l'importance des énergies renouvelables sur les Cornouailles britanniques, mais aussi sur le sud-ouest de l'Angleterre. I'll take this off for a second. Good morning, ladies and gentlemen. I'd like to say thank you, first of all, to the people doing the translations at the back. It's been very useful. I'm going to take one of these to every conference I go to in the future because it's good to get somebody to interpret what's been said. My name is Johnny Gowdy. I'm a program director at Regen Southwest, and I've also been heading up the work we've been doing in the southwest of England to create the Southwest Marine Energy Park, which I'm going to talk about briefly today, and just give you an outline. And one of the questions was what can regions do to support the renewable energy sector? So I'm going to give you an outline of what we're doing in the southwest of England to move this sector forward. The marine energy sector is a little bit bipolar, I suppose. We talk about the fantastic opportunity, a global opportunity to create a new industry which will bring thousands of jobs,
tens of thousands of gigawatt hours and could become a future mainstay of the world's energy supply. But the reality, of course, as we've heard today, is that we are still very much at the technology development phase. It's about getting kit in the water, proving that it works, testing the reliability, attracting the investment that we need in order to support the sector's growth. Where we need to get to in the next decade is a fully commercial industry. That means cost competitive, proven technology, backed by warranties, backed by large industrial partners that can manufacture and supply and support the industry on a global basis. The gap in between, in the UK we call the valley of death, the difficulty of getting technology from proving stage to full commercial deployment. To cross that valley of death, we do need support from national governments, and we've talked a lot this morning about finance, the support through market incentive regimes, planning, etc. And the national governments have a key role to play to enable the industry to move forward. But I also feel that regional bodies and regional organizations also have a key role to play. In the UK, we have now designated 2 marine energy parks. The first in the southwest of England, which was designated at the start of this year, and the second in Caithness and Orkney in Scotland, which is obviously a centre for research. The intention behind the marine energy parks is to bring together academia, technology developers, industry, the supply chain, and also to leverage the assets and resources that we find within those regions, both the energy resources, the port infrastructure, the grid infrastructure, the skills and the training, etc., to really give a positive environment to support the acceleration of commercial deployments. The Southwest Marine Energy Park covers the area from Bristol, through the Bristol Channel, northern Cornwall, round Land's End towards the Isle of Wight. Within that, we have a range of energy resources. We have offshore wind, the potential for floating wind in deeper waters. We have a tremendous tidal range resource in the Bristol Channel, as well as tidal stream, wave, and potentially future technologies as well that could be deployed off the southwest coast. Also within that, we have some key hub areas for industrial development. Bristol, for example, where a lot of the tidal companies are based, MCT and TGL, for instance. Plymouth, which brings strength and depth in marine sciences and the environmental sciences. And Cornwall, which has really become a hotbed for marine operations, marine engineering, and the deployment. In fact, several of the companies that are working up in Orkney are actually Cornish companies, so KML, Seacor, Mojo Maritime, for example. So there's a real skill base within Cornwall for marine operations. The Marine Energy Park is a bit different. We don't have a devolved government in the southwest. We don't have a Scottish government or even a regional assembly. So our Marine Energy Park is very much a collaboration between the public and the private sector. In fact, it's led by industry, and the steering board and the governance structure is being put together by industry. So it's that kind of public-private aspect, I think, which makes the Marine Energy Parks unique and perhaps provides a way forward in the absence of clear strategic policy from central government for the industry to develop. Within our Southwest Marine Energy Park, I think the key things we offer is a technology development pathway. So enabling technology to grow from the concept phase, working with the universities, for instance, to deploying it in some of our test sites off Cornwall, for example, at Wave Hub and Fab Test, and then eventually supporting the full commercial development of the industry, involving people like the MMO, Marine Spatial Planning, and the stakeholders, etc. Wave Hub is probably the world's leading test site now. It's the largest consented test site off the north coast of Cornwall, and that is ready now. It's ready for the next stage of array deployments of 3 to 5 megawatts. So that's the place where we would expect the wave energy sector to go to prove the technology and develop the performance guarantees and the warranties they need in order to sell to the industry. But there are other assets, the Plymouth New Marine Science Buildings, for instance, the assets at Exeter University down in Falmouth to support component testing, mooring testing, for instance, and the new Fab Test site off the coast of Falmouth, which has its first deployment with the Fred Olsen Lifesaver device. The other big strengths in the southwest, I'd say, are supply chain. I've already talked about marine operations, marine engineering, but also the service industries, engineering design. A lot of the consultancy firms, for instance, indeed the legal firms that are working in the offshore sector are based in and around the southwest, particularly around Cornwall.
Ports and infrastructure, I mean, you can't underestimate the requirements that will be needed to support these deployments, both in terms of the installation and the ongoing operations and maintenance. Grid has been talked about earlier on today. Both grid connectivity and grid capacity need to be invested in over the next decade in order to support the industry. So the Marine Energy Park is really an attempt to bring all those elements together, working with the public and the private sector to make sure those investments are made in good time so that the industry is in place to support future growth. And that's a very, very quick run-through of the Southwest Marine Energy Park. I've been a bit short of time, but if you want to find out more, then please come and talk to me over the next couple of days. Thank you very much. Il va rien avoir. Il va juste avoir une diapo qui va dire comment je m'appelle. Donc Armélie Ruguin, je suis vice-présidente du Conseil général. J'ai cette grande chance de m'occuper d'eau et d'énergie dans ce département. Il me revient donc d'abord d'excuser Pierre Maille. Pierre Maille est le président du Conseil général du Finistère. Il aurait aimé être là aujourd'hui, mais il a été retenu par la présentation d'un rapport extrêmement important pour la politique commune des pêches à Bruxelles aujourd'hui. Et donc, quand j'entendais tout à l'heure les enjeux qui ont été indiqués, on sait que ceux de la pêche, bien évidemment, sont des enjeux majeurs. Ça me permet d'ailleurs de vous dire, à l'instar de ce qui a été précisé tout à l'heure, que nous sommes ici, en Finistère, à toujours penser qu'il faut plus et mieux d'Europe. Parce que c'est par là, c'est de là, c'est en tous les cas notre façon à nous de dire, et nous y participons activement, que l'Europe est évidemment un espace qui nous permettra d'être plus forts demain, même si les turbulences sont d'actualité et elles vont le rester. Ce n'est pas avec le vote de cet après-midi à l'Assemblée que les choses vont se modifier. Mais pour autant, les traités qui sont régulièrement ceux qui sont votés par les parlementaires dans ce pays nous amènent en tous les cas à des discussions et à des prolongements qui sont très importants. Mais je viendrai tout à l'heure sur un aspect qui me semble très en continuité de ce qui a été précisé ce matin. Nous avons avec la Cornouaille une histoire. Alors une histoire et un bien commun qui est la mer. Puisque la coopération entre les Cornouailles, d'ailleurs, date de 1999, elle date bien avant Mérifique, donc ce n'est pas quelque chose de récent, et où on voit bien que de ces coopérations, et moi je retiendrai à ce mot-là ce matin, on a bien vu que les coopérations sont nécessaires, puisqu'on est dans une espèce de... alors pardonnez-moi le mot, il est peut-être trop fort, mais presque de maquis, où on essaye de comprendre les enjeux sur lesquels on essaye de savoir comment on va les financer, on essaye de savoir comment on va les mettre en place, et on essaye parallèlement de regarder juridiquement et administrativement comment les choses peuvent se faire. On bénéficie ici d'un environnement qui est un environnement plutôt... que je qualifierais d'idéal, mais alors s'il est idéal du point de vue des ressources auxquelles nous avons à faire face, il est aussi bien évidemment un environnement extrêmement protégé. Et protégé avec la multiplicité des textes qui sont sortis ces dernières années, mais l'impérieuse nécessité que vous avez soulignée tout à l'heure, de transmission aux générations futures. Et ce n'est pas parce que les débats qui nous secouent en ce moment qui me font penser autrement, c'est que c'est vraiment une question centrale. Et dans cette question centrale qui a à voir avec ce qui nous a occupés ce matin, c'est comment on va paramétrer des projets qui soient respectueux de l'espace dans lequel ils sont. Nous n'avons pas vocation en Finistère, me semble-t-il, à accueillir des choses énormissimes qui pourraient se tenir ailleurs, parce qu'il faudra tenir compte tout simplement des réalités de ce département et de sa grande façade maritime. Vous vous rappelez, je ne l'ai pas dit en introduction, mais le département du Finistère, c'est 1000 km de côte, c'est le plus grand trait de côte des départements en France. Et dans ce qui a animé les discussions de ce matin et le pourquoi le Conseil général s'est engagé, on aurait pu faire une petite leçon ici sur la réforme des collectivités en cours, sur
qui va pouvoir porter et accompagner. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Mme Lapierre, et qu'il faut sans arrêt rappeler, c'est que nous avons besoin d'un État qui soit garant de l'équité sur le département, sur la France entière, des politiques publiques qui sont menées, mais on est aussi face à quelque chose qui, du point de vue des enjeux, en tous les cas, moi ce matin, je l'ai vraiment compris comme ça. Quand un conseil général comme le nôtre s'engage, il le fait aussi parce que la compréhension des enjeux est majeure dans ce qui nous anime autour des énergies marines renouvelables. Je m'explique. Je pense qu'on est un pays extrêmement pauvre, voire sinistré en matière de culture scientifique et technique dans les écoles. Aujourd'hui, il se trouve que du point de vue de la formation des esprits, on se retrouve avec des populations qui ne comprennent pas de quoi on parle. Et quand bien même on essaye de simplifier la terminologie ou en tous les cas la façon dont on s'adresse à eux, on voit bien qu'on a un gros travail de pédagogie à faire, mais qui n'est autre qu'un travail de compréhension de ce qu'est le progrès. Et le progrès, c'est pas quelque chose c'est pas un gros mot, c'est quelque chose avec lequel nous vivons. Mais pour moi, l'enjeu principal, et y compris de ce qui s'est dit ce matin, c'est un enjeu avant tout démocratique. Avant tout démocratique. C'est-à-dire qu'on voit que sur la question des énergies, et nous sommes dans un département qui va connaître l'implantation d'une centrale combinée gaz. Aujourd'hui, cette centrale combinée gaz va évidemment mobiliser fortement un certain nombre de gens qui s'interrogent sur l'intérêt de l'avoir, alors qu'on parle beaucoup d'énergie marine renouvelable et qu'on parle de beaucoup d'autres choses. Et donc, aujourd'hui, sommes-nous capables, sommes-nous suffisamment matures pour mener des concertations et de l'information avant la concertation, l'information à la population, de façon à vérifier comment se mène la compréhension de ces enjeux-là. Je pense que c'est vraiment une des clés. C'est d'ailleurs pour ça que le Conseil général a souhaité travailler sur l'acceptabilité, puisque derrière, c'est pas qu'on va laisser ça à d'autres, mais la question du développement des emplois, la question de la présence des industriels, la question de... voilà, toutes ces questions-là sont des questions majeures, mais effectivement, la question de l'acceptabilité est une question principale. Je pensais aussi à la question du raccordement, parce que nous avons pris la maîtrise d'ouvrage des questions de raccordement, parce qu'aujourd'hui, expliquer basiquement qu'on va produire de l'énergie en mer, et puis qu'on ne sait pas comment on va la raccorder au réseau, ça fait un peu marrer tout le monde quand vous l'expliquez entre des gens qui ne s'y connaissent pas réellement. En tous les cas, ce qui fait l'intérêt d'une collectivité comme la nôtre de s'engager dans une telle aventure, c'est d'abord et avant tout la coopération, et d'abord et avant tout d'admettre qu'on est obligé de faire ensemble. On est obligé de faire ensemble, on n'a pas le choix. Ensemble, tel que ça a été expliqué ce matin, ensemble parce que la population doit comprendre de quoi l'on parle et pourquoi, quand on évoque ces sujets-là. Hier, j'avais une discussion sur pourquoi on va aller expliquer pourquoi des services ne voulaient pas expliquer à des enfants, quand on va mettre des panneaux photovoltaïques sur leur classe, ce que c'était. C'est un exercice compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas compliqué. Je dis simplement que il faut le faire. Sinon, nous aurons des débats binaires qui consistent à dire l'énergie nucléaire contre les autres. Et je pense que les enjeux que nous avons devant nous, en tous les cas dans ce département, nous avons vocation à toujours travailler sur essayer de nous projeter. On a un département où l'ouverture au monde et l'ouverture aux autres est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et donc voilà, moi c'était mon petit coup de voix de ce matin avec des choses qui ont été dites ce matin. Moi, je vous remercie très sincèrement pour la qualité de la présentation de ce qui a été dit ce matin et vous souhaiter un bon séjour dans ce Finistère et un bon appétit parce que j'imagine que les estomacs doivent commencer à grenouiller. Mais bon, des atouts, nous en avons. Nous allons essayer d'en faire maintenant de véritables moteurs de développement, mais nous n'aurons cette possibilité-là que si nous le faisons ensemble. Merci. Cette session plénière d'ouverture de la CITEC Week était consacrée aux EMR. Ce n'est naturellement pas le seul thème de la CITEC Week. On parle d'énergie marine renouvelable, également d'océanographie côtière, de sécurité maritime,
de perception et cartographie du milieu sous-marin et d'e-learning maritime. Je ne reviendrai pas sur les colloques qui nous ont été déjà présentés par Ryan Hervé-Dorweg. Il y a aussi de nombreux ateliers de travail, des sessions technologiques. Le programme est bien sûr à votre disposition. Donc, je vous souhaite d'excellents échanges les plus constructifs possibles tout au long de cette CITEC Week. Merci de votre participation et de votre écoute. Votre attention, s'il vous plaît, juste un petit message pratique. Pour les personnes qui sont inscrites à la conférence Marine Énergie Brest, le déjeuner se passe à l'hôtel Vauban. C'est juste en face du Quartz. Quand vous sortez du Quartz, il suffit de traverser la rue. Voilà.